Bonsoir Essar. Bonsoir Tom et bonsoir à tout le monde et bon, bonne journée, bienvenue. Merci Essar. Alors Essar, vous avez souhaité solliciter un nouveau spécial, Citrep spécial numéro 4 cette fois-ci, parce qu'effectivement, les événements ne choisissent pas de s'inviter dans l'actualité d'une manière régulière, hein. Quelquefois, il y a beaucoup de choses qui se précipitent dans le temps. Et donc on a décidé, et en particulier par votre initiative, d'ouvrir cette nouvelle page, ce nouveau spécial numéro 4 sur le Hezbollah, sur la situation liée au Hezbollah. On parlera, parce qu'on n'en a pas tellement parlé dans le SP3, de la situation aussi des Palestiniens qui sont victimes, je dirais, des conséquences finalement de cet échange entre guillemets, hein, cet échange entre Israël et le Hezbollah, parce que évidemment, comme toute puissance dotée d'une certaine lâcheté, si on ne peut pas s'attaquer à plus fort que soi, on s'attaque à plus faible, évidemment, quoique. Et, euh, et c'est le problème, c'est que, encore une fois, là, les Palestiniens ont un petit peu essuyé les plâtres de la politique israélienne à l'origine, puisqu'il faut le rappeler, et vous le ferez mieux que moi encore, hein, Essar, euh, il ne faut pas oublier qu'on est quand même le 6 Mhm, septembre, pour replacer dans le temps les événements. Avant le 1er septembre, donc d'acte de la riposte décidée par le Hezbollah, c'est d'abord les provocations israéliennes quant au bombardement contre l'Irak, contre la Syrie, avec deux victimes, deux martyrs du Hezbollah, et puis contre le Liban, qui a évidemment fait ce que le Hezbollah estime un dépassement de ligne rouge, c'est-à-dire avec les drones qui ont attaqué donc le sud de Beyrouth, un centre médiatique du Hezbollah, le sud de Beyrouth, qui violait, comme le Hezbollah l'a bien signalé, qui violait de fait, je dirais, une règle tacite militaire de non-agression mutuelle depuis 2006 entre le Hezbollah et Israël. Ça ne veut pas dire que c'était une règle amicale, hein, mais c'était une règle tacite de non-engagement, consacré par un accord, voilà, par un accord. Et donc cet accord a été par une violé, résolution de l'ONU. Oui. voilà, cet accord a été pleinement violé par l'État sioniste. Voilà, je vous laisse la parole, Essar, pour vous donner plus de détails Tout sur à ce sujet. fait. Bonjour Tom et bonjour tout le monde. En fait, en effet, effectivement, j'ai souhaité qu'on fasse un point spécial sur cette riposte à l'agression israélienne dans trois pays. En fait, Israël s'attaque à tous les pays de l'axe de la résistance. En fait, donc les stocks d'armes de Hashd Shabi en Irak. En Syrie, ils s'attaquent aussi pour la énième fois, mais ils se sont attaqués à un lieu où, en fait, où se reposent les combattants du Hezbollah, plus une agression en bonne et due forme, en fait, contre la banlieue sud de Beyrouth et avec des drones explosifs, chargés d'explosifs, deux drones. On reviendra sur les détails. Et puis une agression dans la Beka sur les bases du FPLP. En fait, là-dessus, il est important de voir, face à ces agressions limites, comment dire, c'est répété, Israël s'attaque en fait à l'ensemble de l'axe de la résistance et il était important effectivement de répondre et de riposter et bloquer, mettre le holà à toutes ces violations et à toutes ces balades en fait en fait de l'entité sioniste. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, etc. Tout ceci Oui. sous couvert et sous la protection des USA qui continuent aussi à les défendre. Face à cela, effectivement, l'État
libanais, Hezbollah, par la voix de son secrétaire général, Hassan Nasrallah, en fait, lors de son discours lors de son discours dans les journées de célébration de la libération des Qalamoun, en fait, Est et Ouest, et donc c'est appelé la deuxième libération du Liban, a annoncé que c'était de toute façon intolérable, hein, et que c'était une violation à laquelle il fallait mettre les limites, à laquelle il fallait mettre le holà, et nous riposterons. Samahat el-Cheikh Nasrallah avait dit tenez-vous tranquille, tenez-vous prêts, nous riposterons, tenez-vous au pied du mur, nous riposterons, et vous allez attendre un jour, 2 jours, 3 jours, vous allez attendre le temps qu'il faut, nous riposterons, et vous allez voir. Donc, en fait, il est vrai que cette menace a mis effectivement Israël pratiquement je peux dire, au garde-à-vous. Pendant toute une semaine, les frontières étaient vidées, comment dire, les colonies qui sont aux frontières libanaises ont été vidées aussi. Samahat el-Cheikh Nasrallah avait annoncé que la riposte aura lieu non pas dans les fermes de Shab'a comme d'habitude, mais elle aura lieu du Liban et au Liban, et vous allez voir. Donc, en fait, pendant tout ce temps, c'était mobilisation générale, bien entendu, en territoire occupé, donc par l'État sioniste, une mobilisation des renseignements, des caméras, etc. Et pendant toute la semaine aussi, il y a eu des pressions des États-Unis, des États occidentaux, etc., qui ont été exercées sur l'ensemble sur les différentes parties politiques, les différents partis politiques et les différents responsables politiques du Liban. Je tiens à dire quand même que la riposte était soutenue et en fait l'agression israélienne a été dénoncée par l'ensemble des États de l'axe de la résistance, donc dénoncée par l'Iran, par l'Irak, par la Syrie, bien entendu, bien sûr, puisque la Syrie a été agressée, aussi dénoncée par le Liban, considérée par le président libanais comme étant une déclaration de guerre, considérée par le président du Parlement, Nabi el-Barri, comme étant une violation de la sécurité de l'État, y compris par Saad al-Hariri. Elle a été aussi considérée comme une violation de l'État, de la souveraineté du Liban, et que tout ceci nécessitait une riposte. Il est important de souligner que c'est la première fois où l'ensemble des forces politiques au Liban étaient unifiées sur la position de riposte, nécessité de riposte à Israël, et une condamnation totale de ces violations répétées israéliennes. Donc la riposte a eu lieu, elle a eu lieu donc le 1er septembre dans les territoires occupés depuis 1948, ouais. Ça c'est très important à voir. Donc dans une colonie qui s'appelle Avivim, qui était avant la ville de Salha, qui était et cette riposte, donc ça a été par des missiles anti-char. Non. Attendez, je vérifie. Ouais, des missiles anti-char. Et puis des missiles anti-char, 3 missiles tirés en même temps, oui, contre une. Pardon ? Oui, excusez-moi, ça. Oui, d'après les informations que j'ai, qui restent à vérifier. D'après les informations que j'ai, qui restent à vérifier. Les missiles en question étaient supposés être des cornettes russes, et en réalité, il est probable que ce soit
des missiles anti-chars d'origine nord-coréenne, qui sont particulièrement redoutables. Et il est très intéressant de noter qu'il est fort probable que ces missiles ont été tirés à l'intérieur même du territoire israélien par les combattants du Hezbollah en infiltration. Cornet. Ok. Donc c'est soit des cornets, soit des Nord-Coréens, soit des cornets russes, soit des Nord-Coréens. En tout cas, on voit une image, un film, on voit une image claire où on a un véhicule de transport blindé de troupes être touché de plein fouet par un missile. En général, il n'y a pas beaucoup d'espoir quant à la survie des occupants du véhicule avec un tel engin parce que ça traverse plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur d'acier et c'est pas l'épaisseur d'un blindage de ce type de véhicule qui est plutôt assez léger en général, hein. Bien que blindé, qui supporte des tirs de balles mais pas ce genre de missiles. Ce sont des missiles Cornet en fait qui ont été tirés et 3 missiles à la fois en fait qui ont percuté de plein fouet ce véhicule dans une profondeur de 6 km, donc à l'intérieur des terres occupées depuis 1948. Donc en fait, ça a une signification, c'est très important. Donc ça, c'est dire qu'il n'y a plus de ligne rouge effectivement pour les confrontations, d'une part. D'autre part, que c'était malgré l'ensemble de la mobilisation des forces israéliennes et des renseignements, etc., c'était quand même fait en plein jour, donc à 4h15 de l'après-midi. Absolument. En plein jour, donc ça c'est aussi un grand défi aux forces ou à l'armée israélienne. Troisièmement, les Israéliens, ils avaient donc vidé toutes les colonies de ces frontières. Il n'y avait pas d'armes qui bougeaient pendant toute une semaine. Ils attendaient, dans la peur, ils attendaient cette riposte de Hezbollah. Lors de la riposte de Hezbollah et lors de cette de la riposte contre ce véhicule blindé qui est un porte-soldat, en fait, comment on appelle ça, une sorte de... C'est un véhicule de transport de troupes blindées. Qui peut contenir de transport de soldats, qui peut contenir jusqu'à 8 personnes, qui a été attaqué de plein fouet par trois missiles. Cette opération a été intitulée du nom des 2 martyrs qui ont été tués en Syrie, donc c'est Hassan Zbibi et Yasser Daher. Oui. Donc c'est la compagnie ou la cellule, disons, des 2 martyrs qui a mené cette attaque. Et puis, ça a été donc très important, je peux dire psychologiquement très important, portant atteinte au moral de la population en Palestine occupée. Et en fait, c'est surtout à la population israélienne, les colonies et les habitants des colonies. Qui ont d'ailleurs couru, les abris ont été ouverts, oui. Ils ont tous accouru aux abris. Dans la précipitation. Il y a eu des sirènes qui ont retenti. Suite à cela, par contre, dans les villages libanais, tout le monde continuait à vivre normalement, tout le monde continuait même à essayer de regarder ce qui se passait. Mais en fait, tout ceci n'était pas visible à partir de la frontière libanaise parce que c'était en plein à l'intérieur, 6 km à l'intérieur de la Palestine occupée, des territoires de cette colonie appelée Avivim. Donc ça, c'est important de voir que malgré l'ensemble de la mobilisation des services et des outils de surveillance israéliens, l'opération avait eu lieu et elle avait eu lieu à l'intérieur des territoires. Donc ça, c'est un premier point. Suite à ça, effectivement, Netanyahou avait annoncé qu'il n'y avait pas eu de victimes.
mais essayant, puisqu'il a été complètement attaqué par les généraux israéliens et par tout le monde en disant vous nous exposez au pire, etc., pour une campagne électorale qui le sauve de la prison, tout simplement, parce qu'il est poursuivi s'il n'est pas élu pour être Premier ministre, il sera en prison et il est poursuivi pour plusieurs affaires de corruption, mais qui sont très très importantes, lui et sa femme. Donc face à cela, tout de suite, la radio israélienne a démenti ce que Netanyahou avait raconté en disant non, il y a eu des victimes, nous avons vu des forces d'évacuation des victimes qui étaient sur place. Et la télé israélienne a montré des photos justement des hélicoptères qui se présentaient du côté de l'hôpital Rambam à Haïfa et qui ont ramassé les victimes, en fait, qui ramassaient des morts et des blessés, mais donc dans le secteur de l'attaque. Ouais. Ceci est important à souligner parce que ça, encore une fois, ça diminue complètement la confiance des colonies, en fait, des habitants des colonies israéliennes en leur gouvernement, ça d'une part. D'autre part, ça augmente en fait, la peur ou la force psychologique, je peux dire, de Hezbollah. Ça augmente la peur de Hezbollah et donc c'est un élément dissuasif pour toute attaque postérieure, je dirais. C'est important de voir aussi que l'armée israélienne a fui. En fait, les soldats israéliens étaient en train de courir pour fuir ce secteur. Donc, en fait, ce sont des prémices d'une défaite. En fait, c'est une défaite psychologique de l'armée israélienne qui a eu lieu suite à cette riposte. Parallèlement, donc, la population libanaise était très à l'aise, ils étaient tous là, bien que les Israéliens aient tiré des bombes sur en fait les terrains agricoles de la ville de Ramoun Ras, des obus, hein, une série d'obus, hein. Des villes de frontières. Oui, voilà. Donc, bon, malgré tout, toute la population était partante. Ça a augmenté comment dire, le soutien de la population libanaise, que ce soit la population du Sud, mais l'ensemble du Liban, de la population libanaise, leur soutien au Hezbollah et leur soutien à cette opération. Ça a augmenté aussi leur confiance dans le fait, quand il y a eu des interviews avec les personnes, on leur disait, mais vous n'avez pas peur, vous êtes encore là, etc., vous n'avez pas peur. Ils disaient, non, moins que jamais, parce que nous, on sait que nous sommes très bien défendus par le Hezbollah, et nous sommes tous avec lui, et nous sommes tous très confiants. Donc ça, c'est un point qui est très, très important, et qui est une véritable capitalisation en fait pour la Hezbollah et pour la confiance et pour le front de la résistance, pour l'ensemble de l'axe de la résistance. Il y a des deuxième point, je voudrais... Oui, et ça, avant d'aborder le deuxième point, si vous voulez bien, je vous prie de m'excuser, bien entendu, c'est des rumeurs indiquent que dans le véhicule donc blindé de transport de troupes, il y avait apparemment un général. Et que sur une des photos qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui est un petit peu pixelisée à l'endroit où elle est blessée, on devine une brûlure de grande importance sur une partie importante de son buste, ce qui indique évidemment qu'à l'intérieur du véhicule, il y a eu un incendie tout de suite après avoir été touché par ce type de missile, ce qui n'a rien d'étonnant pour toutes les personnes qui connaissent les effets d'un missile anti-char sur un véhicule blindé. Hein, ça fiche le feu à l'intérieur très rapidement
et c'est difficile de s'en échapper avec indemne en tout cas. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors moi, je voulais juste dire que suite à cela, effectivement, il y a eu, bien entendu, cette opération a été saluée aussi par la Syrie, ça a été salué par l'Irak, le Hajj al-Shabi, a été salué surtout aussi par l'ensemble de la résistance palestinienne qui a salué cette opération et qui, d'ailleurs, le FPLP aujourd'hui annonce qu'ils se sont rencontrés effectivement avec le Hezbollah et qu'aujourd'hui ils font une direction commune pour répondre aux agressions éventuelles israéliennes à venir et que ça c'est quelque chose d'opérationnel et de stratégique. Voilà. Ce qui est très important, donc, le front, au niveau de la conséquence, je peux dire, le front de la résistance a été renforcé. Les nouvelles règles du jeu ont été mises en place. Les nouvelles règles, Oui, ça, parce que justement. puisqu'il n'y a plus de ligne rouge, puisque Oui, alors justement, ces territoires. Excusez-moi, ça, oui, il y a un truc qui est quand même assez majeur, hein, c'est que jusqu'à encore récemment, les forces aériennes israéliennes violaient, je dirais, sans aucune honte, l'espace aérien libanais pour pouvoir bombarder la Syrie. Et depuis cette attaque de drones au sud dans la banlieue sud de Beyrouth, le Hezbollah a très clairement dit et a été renforcé par les autorités libanaises que désormais tout objet volant venant d'Israël serait considéré comme un objet hostile et serait détruit. Ce qui a été le cas tout de suite après une tentative visiblement d'intrusion israélienne par les airs. Exactement. Exactement. Donc, cette nouvelle règle du jeu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, il y aura une attaque, mais en plein milieu, à l'intérieur de la Palestine occupée, et que toute attaque sera répondue selon les cas, soit pareil, soit plus. Donc, ça, c'est aussi la nouvelle règle du jeu et le fait qu'il n'y a plus de ligne rouge pour le Hezbollah pour aller attaquer, riposter à l'intérieur des territoires de la Palestine occupée, aussi loin que possible et aussi loin qu'il le veut, puisque toute la Palestine occupée est sous le comment dire, elle peut être atteinte. Elle est partout à portée de tir, effectivement. C'est ça. Et voilà. Donc voilà. Et suite à cela, oui, allez-y. Non, je vous en prie, je vous en prie. Une question. Je vous en prie. Vous vouliez. Alors, suite à cela, 2 jours plus tard, en fait, bon, moi je voudrais que si vous avez des questions sur cet axe de l'attaque, de la riposte elle-même, et puis des réactions israéliennes, allez-y. Oui, si vous voulez. Vous m'avez signalé, il faut quand même noter un truc. Avant de vous poser cette question, il faut noter quelque chose qui indique peut-être qu'Israël est en train de se rendre compte qu'elle a été un peu trop loin dans ses agressions contre l'Irak, la Syrie et le Liban. C'est que malgré sa riposte, qui consistait, comme vous l'aviez dit, à des tirs, des obus dans des zones agricoles, contrairement à ce que fait d'habitude Israël, c'est-à-dire viser sans vergogne les populations civiles, elle s'est contentée cette fois-ci de créer quelques incendies dans des cultures assez éloignées des villages, relativement éloignées des villages. Ce qui indique que finalement, au bout du compte, l'état-major israélien n'a pas tellement envie d'une guerre d'escalade avec le Hezbollah, compte tenu apparemment des 150 000 missiles dont dispose le Hezbollah et dont vous venez de dire que finalement ces missiles étaient capables d'atteindre à peu près tous les points de la Palestine occupée par les Israéliens. Donc
Tout la à fait. prudence, la prudence est peut-être là en train de gagner du terrain dans l'état-major israélien, compte tenu des provocations qui sont, comme vous le disiez, assez peu acceptées, assez peu appréciées par un grand nombre de militaires israéliens pour essayer de sauver la mise à Netanyahou dans ses histoires électorales. Tout à fait. D'ailleurs, Netanyahou n'a pas lésiné. Il s'est dépêché aussi d'aller voir Poutine pour lui demander de faire pression sur le Hezbollah aussi et lui dire nous ne voulons pas d'escalade, nous ne voulons pas que ça se complique, on arrête là, etc. En fait. Donc ça, c'était aussi en fait, ça a été une manière de réagir de Netanyahou lui-même. Mais ça ne l'a pas empêché d'ailleurs, ben, par la suite, d'aller violer l'espace de la ville d'Al-Jalil, Ah voilà. qui est une ville dans les territoires occupés, en fait. Al-Jalil, qui est où il y a le temple ibrahimique, hein, qui est aussi un temple saint, je peux dire un lieu saint pour les Palestiniens, pour les musulmans, pour les chrétiens, etc. Et là, il est sous la menace de l'armée, sous la protection de l'armée et puis de la police israélienne. Il est allé en délégation se pavaner dans ce temple hébraïmique et puis avec comment dire, des murs anti-feu et des murs blindés, en fait, des plaques de plexiglas blindés, quoi, Mhm. qui le protégeaient et qui ont aussi bloqué toute la population palestinienne de la ville, qui manifestait violemment contre sa présence. Ils les ont tous bloqués dans une partie de la ville, alors que lui, il faisait son spectacle, je peux dire, dans l'autre partie de la ville où il parlait aux colonisateurs, aux habitants des colonies. Ça, c'est notre terre, et puis nous y reviendrons, nous ne repartirons pas d'ici, etc. En fait, un petit discours comme ça, complètement sorti de la réalité, puisqu'il il inverse toutes les choses. C'est notre terre, on ne coupera pas Comme nos pour Gaza, racines, hein. on ne nous enlèvera pas de nos racines, etc. Alors que ce sont des terres palestiniennes depuis la nuit des temps. Donc là aussi, c'est une provocation très violente à la population palestinienne qui a en plus donc a été suivie d'arrestations massives de tous les Palestiniens qui ont manifesté. Et donc après, il est revenu, il est reparti à Tel Aviv. Alors Voilà. ça n'a pas empêché, Vous vouliez dire? oui, ça n'a apparemment pas empêché, je dirais, une répression contre la marche du retour qui s'est effectuée. Il y en a une aujourd'hui, hein, sauf erreur. Hein. Oui, tout à fait. Alors, la répression contre les Palestiniens la répression des Israéliens, de l'État israélien, et puis de cette entité qui est à la fois raciste, fasciste, et qui viole toutes les lois du droit humain le plus élémentaire. Il continue des arrestations massives contre les Palestiniens, pas seulement contre les marches des de retour. La répression contre les Palestiniens, elle a été faite contre ceux qui vont même jusqu'à faire une prière dans la mosquée Al-Aqsa. Ils sont arrêtés de manière systématique. Il y a eu des arrestations massives à Jérusalem, à Bethléem, et même à Ramallah et partout dans toutes les villes palestiniennes. Ils sont en train d'arrêter massivement tous les militants ou les simples
habitants palestiniens pour le simple fait qu'ils sont contre l'occupant et qu'ils sont là pour aller faire un pèlerinage ou faire la prière dans les mosquées, dans la mosquée Al-Aqsa ou dans la mosquée du temps ibrahimique à Al-Jalil. Alors justement, on va Donc parler de... ça, c'est vraiment très grave. Aujourd'hui, c'est la 72e marche du retour. Hein. Oui. Le titre de cette marche, en fait, la devise de cette marche, c'est la défense de notre front intérieur, en fait. Donc c'est la défense face à l'agression de l'armée et de la police israélienne systématiquement, qui agresse la population de manière systématique et qui non seulement qui augmente aussi le blocus économique, puisque vous le savez, Israël a diminué encore de moitié la quantité de fuel qui est permise, qui passe à Gaza, de manière à bloquer systématiquement, à bloquer toute la vie économique et toute possibilité de vie à Gaza. Donc, mais les Palestiniens sont là, ils disent nous sommes là, c'est notre terre, ils veulent tout faire pour nous faire partir, nous ne partirons pas, nous restons ici. Les destructions de domiciles et destructions et violations de domiciles sont aussi démultipliées. Il y a encore des centaines de personnes qui ont reçu des ordres de vider leur domicile pour n'importe quelle cause administrative ou pas administrative, mais et ils viennent et ils détruisent les maisons. Cette répression, cette escalade dans la répression contre le peuple palestinien ne fait qu'augmenter en fait la volonté des Palestiniens à résister et à tisser les liens avec le Front de la Résistance aussi pour continuer dans cette lutte pour la libération de toute la Palestine. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Je voudrais signaler aussi le fait que hier, il y a eu une marche des imams druzes. Oui, c'est la question que je voulais vous poser aussi. Voilà, du Golan qui voulait traverser vers la Jordanie et vers la Syrie pour venir affirmer d'abord leur solidarité et puis surtout faire le devoir de Hajj, en fait, c'est du pèlerinage, à la position en fait, c'est un temple du prophète Habil qui a lieu en Syrie, à Damas, donc, et un autre qui a lieu en Jordanie. Or, là aussi, l'armée israélienne a empêché les imams de passer le passage. C'est le passage Sheikh Hussein, il s'appelle. Ils les ont empêchés de passer. Ils leur ont interdit de faire. Donc, et ils ont interdit à la presse aussi de filmer et puis d'être là. Ils se sont attaqués à la presse d'Al-Mayadin, de Al-Mana, etc., d'être là, et de l'Akhbariya aussi, d'être là. Ils ont violenté l'ensemble des manifestants. Il y a eu tabassage de imams, des imams des Druzes, donc qui, eux, continuent à revendiquer leurs droits, et qui est un droit élémentaire, en fait, sous toute occupation, de pratiquer les rites religieux de la communauté et de sa confession. Donc ça, c'est aussi, ça a eu lieu hier, et c'était aussi condamné, je peux dire, par l'ensemble des pays de la région.
Et bien sûr, sauf les pays qui collaborent complètement avec Israël, comme l'Arabie saoudite. Mais ça a été aussi dénoncé par la Jordanie, par la Syrie et par le Liban. Donc voilà. Ils s'attaquent à tout ce qui bouge en fait actuellement, les Israéliens, et je crois qu'ils sont un peu dans la panade. Ils sont en train de chercher. Enfin, Netanyahou est tellement agité de tous les côtés, sur tous les plans, qu'il va finir par perdre complètement. Et je crois, d'après les sondages à l'intérieur de l'entité israélienne, qu'il est en train plutôt de perdre que de gagner en faisant tout ce travail de provocation tous azimuts, en fait. Il semblerait qu'une partie de la population israélienne ait compris la véracité des propos tenus par le cher Nasrallah, Hassan Nasrallah, sur le fait que Netanyahou est en train de jouer le sang des Israéliens pour essayer de remporter les prochaines élections afin de se mettre à l'abri des poursuites judiciaires, hein, puisqu'il est à son 5e mandat, sauf erreur, et qu'il semblerait qu'il est à peu près une affaire de corruption sérieuse pour chaque mandat, donc ça risque d'être assez musclé s'il n'arrive pas à former une coalition aux prochaines élections. Hein. C'est-à-dire que il est à peu près certain qu'il n'obtienne pas la... S'il n'est pas élu, il va essayer soit Premier ministre ou prison. Oui, c'est le problème. Effectivement, et donc il est en train de jouer avec la peau de tout le monde, en fait. Il est à peu près certain de... Il est à peu près certain... des Israéliens et tout ça. Oui, il est déjà à peu près certain de ne pas obtenir la majorité absolue avec son groupe, parce qu'il ne l'avait pas déjà la dernière fois. Par contre, comme il va devoir jouer avec une coalition de partis politiques qui ne sont pas nécessairement dans la même direction que lui, et qui ne sont pas non plus nécessairement soumis à ses désirs et à ses vues, ça veut dire que les élections prochaines en Israël risquent d'être très compliquées pour lui. Tout simplement. Ben, c'est bientôt, de toute façon c'est le 17 septembre. Hein. Voilà. Il va être vite déterminé. Là. Il va être vite... Alors, dernier point, là aussi, les États-Unis qui continuent à couvrir Netanyahou. En fait, Trump continue à soutenir Netanyahou de manière inconditionnelle. Et puis, ce qui fait que les États-Unis, encore une fois, au Conseil de sécurité, ils ont bloqué une décision qui condamne les agressions israéliennes contre tous ces pays voisins que les Américains ont qualifié de défense de self-defense en fait, que Israël se défend elle-même face à l'autodéfense face à un entourage qui lui en veut et qui est plutôt agressif. Alors que quand c'est eux qui agressent, absolument, alors que ce sont eux qui agressent à tort et à travers tous les voisins. Ceci dit, en fait, moi je peux dire qu'aujourd'hui, avec tout ça, le front de la résistance se renforce. Oui. Ces agressions israéliennes font que le tissu est de plus en plus lié, mais il y a une alliance qui est stratégique et qui se met entre en fait l'ensemble des pays, et la coordination sur tous ces plans se renforce. Oui, voilà. Effectivement, c'est la conséquence de l'aventurisme israélien. La vérité vaincra, oui. Ouais. Les conséquences de l'aventurisme israélien, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire le ras-le-bol est tel que, avec cette guerre entretenue, on sait à peu près maintenant avec certitude que les terroristes en Syrie étaient également des
des combattants au profit d'Israël. On se rappelle de cette photo où on voit d'un Oui, côté... c'est l'armée israélienne. Voilà, tout simplement. Hein, et puis le sort des casques blancs sauvés in extremis par l'armée israélienne, hein, alors que c'est des terroristes qui s'amusent à faire je dirais, des false flags pour entraîner, pour donner à l'OTAN un prétexte pour agresser la Syrie d'une manière beaucoup plus violente que ce que là encore elle a subi, mais il reste toujours un risque, hein, malheureusement, malgré les victoires successives de l'armée syrienne qui se bat courageusement Syrienne. contre les terroristes à Idlib, hein, et qui va Tout à fait. probablement être obligé de le faire également à l'ouest de la Syrie sous une autre forme, parce que il y a quand même des populations syriennes qui sont maintenues en otage par les Américains. Et le FDS, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est kurde, si c'est terroriste. Ça change souvent d'étiquette, c'est souvent les mêmes individus qui font les mêmes saloperies. Hein, et les populations civiles syriennes se révoltent courageusement contre ces miliciens crapuleux qui leur font subir les sévices les plus ignobles. Voilà, donc on va s'en tenir là avec le CITREP numéro spécial Oui, numéro 4, hein, pour ce qui concerne le Hezbollah, mais spécial 4. il faut toujours rappeler la situation générale, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, que ce soit dans les territoires occupés, à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie et en Irak, et bien entendu avec les conséquences de l'occupation turque du nord de la Syrie, pour comprendre que tout ça c'est lié et que finalement la riposte du Hezbollah a été une bonne réponse qui permet de remettre les pendules à l'heure dans le camp des envahisseurs, de ceux qui agressent continuellement la Syrie, le Liban, l'Irak, depuis des décennies maintenant. Je vous laisse le mot de la fin, et Sarah. Hein. Le mot de la fin, c'est que de toute façon, je voulais dire un petit peu aussi 2 mots. J'ai le temps de dire quelques mots de la Syrie, de la situation à Idlib ou pas? 3 minutes. Non. 3 minutes. 3 minutes. Oui, je voulais juste dire quand même la situation à Idlib, malgré l'arrêt du feu, l'arrêt comment dire, des combats. Le cessez-le-feu, si on peut parler. Oui, les terroristes continuent leurs agressions. L'armée syrienne continue aussi à riposter contre les terroristes, qu'il y a eu même des drones qui se sont attaqués à la base de Ahmemim, donc la base russe qui est Ahmemim. La situation est bouillonnante à l'intérieur d'Idlib. Les terroristes se battent entre eux et s'accusent mutuellement. Al-Jolani accuse les autres et les autres accusent Al-Jolani de trahison, etc. Donc ils se battent entre eux. La population fait manifestation sur manifestation leur demandant de quitter. Certains ont fui par la frontière turque, mais la Turquie leur tire dessus. Et en fait, donc on peut dire que la situation, la Turquie est en train de changer peut-être de positionnement, c'est-à-dire pas du tout. Maintenant, elle ne soutient plus les terroristes, mais elle leur tire dessus du côté de Idlib. Mais de l'autre côté, côté Euphrate, les forces dites de Qassad, les Kurdes, ont retiré toutes leurs barrières, etc., qui étaient aux frontières turques. Ils se sont complètement soumis aux Américains, alors qu'ils se disaient qu'ils sont contre les Turcs, et la Turquie qui disait qu'elle était là pour combattre les Kurdes, et ben pas du tout. Donc en fait, ça c'est une situation qui change vite, hein, mais qui, je pense, présente des points positifs pour l'avenir. En tout cas, ce cessez-le-feu, il va très vite à sa fin. Il a un délai, et puis l'armée syrienne continuera à avancer et à libérer l'ensemble du territoire. L'armée syrienne, comme l'État syrien,
continue à affirmer la volonté totale de libérer la totalité du territoire syrien. Voilà. Bien. Merci Essar, merci pour ce spécial numéro 4 du 6 septembre 2019. Un spécial sur le Hezbollah parce que le développement de l'actualité est très importante aussi de ce point de vue, à cet endroit-là du globe. Hein. C'est lié évidemment à la guerre qui se produit actuellement en Syrie avec par terroristes interposés. Une invasion de l'OTAN hein, de la Syrie et puis une tentative d'assimilation, d'écrasement du Liban qui a échoué. Israël doit certainement s'en mordre déjà les doigts. En tout cas, nous, ça nous réjouit parce que il y a peut-être dans quelques mois ou dans quelques années au plus tard une chance de paix, une paix définitive. Et puis l'échec de tous ces fomenteurs de guerre, de tous ces pro-terroristes qui n'ont aucun scrupule pour assassiner des civils par milliers ou par centaines de milliers. Il est temps d'en finir avec ça. Et merci Essar pour tout le temps que vous avez consacré au CITREP. Hein, parce que dans quelques jours, on fêtera les 3 années. Les 3 années de CITREP avec vous. Oui. Et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous aussi. Merci. Et merci à tout le monde. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, la vérité vaincra finalement. Oui, tout à fait. À bientôt, Essar. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.